Aujourd'hui, nous allons ajouter une nouvelle page au site et l'intégrer à la navigation principale pour qu'elle apparaisse en haut. Nous avons déjà une page de chaîne YouTube recommandée, alors créons maintenant une page de site web recommandée. Vous pouvez définir l'identifiant de l'Uniform Resource Locator et divers titres pour cette page. Vous pouvez désormais ajouter de nombreuses sections prédéfinies à votre page, menus, formulaires, boutiques en ligne, témoignages, etc. Nous allons choisir une page vierge et ajouter un module. On veut juste un module texte simple pour y mettre quelques sites web, malgré la présence de nombreux modules, dont du code, auquel je reviens sans cesse lorsque je fais des recherches, accompagnées d'une courte description. Bien sûr, ce n'est pas le seul ensemble de sites web vraiment utiles, j'en ajouterai d'autres au fil du temps, mais évidemment, nous n'avons qu'environ 1 minute et demie pour vous parler de tout cela. Nous avons donc des sites qui hébergent tout, des armes navales aux photographies, en passant par les registres de mouvement, la documentation primaire et les manuels d'utilisation de différentes époques couvertes par la chaîne. Et une fois cela fait, il ne reste plus qu'à décider de la largeur que je veux. Ainsi, tout tient sur une seule ligne à chaque fois, je centre le texte et la page est prête à être utilisée. Et passons au sujet principal. Bien qu'il soit souvent passé sous silence ou sous-estimé pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit nombre de croiseurs apparemment obsolètes de l'époque de la Première Guerre mondiale ont joué un rôle relativement important dans la lutte contre les avions en mer. Plus précisément, il s'agissait des croiseurs de la classe C. La classe C s'est sortie de la Première Guerre mondiale comme la plus grande classe de croiseurs modernes de la Royal Navy. Un total de 28 coques avaient été mises en service, bien qu'elles aient rapidement été dépassées en termes de capacité par les croiseurs de 6 pouces plus petits des classes D et E. Ces classes ont eu une production relativement limitée et ainsi la classe C est restée la composante principale de la force de croiseurs de la Royal Navy jusqu'aux années 1930, lorsque les classes plus modernes, County, York, Arethusa, Leander et Town commencèrent à prendre le relais. Ainsi, au début des années 1930, diverses sous-classes du type C commencèrent à être vendues pour la démolition. Cela a libéré du tonnage et des ressources pour des croiseurs modernes. Le traité de Londres limitant le nombre de croiseurs à canon de 6 pouces, la Royal Navy aurait pu en profiter. Les navires démolis appartenaient surtout aux sous-classes les plus anciennes, initialement équipés de quelques canons de 6 pouces et d'une batterie plus importante de canons de 4 pouces, une batterie mixte. Cependant, la Royal Navy était aussi consciente de la montée de la menace aérienne. En 1932, un comité spécifique de défense aérienne avait été formé et préconisait une augmentation significative des capacités anti-aériennes. Comme c'était avant le radar et les principales recherches sur le bombardement en piqué à forte inclinaison, le comité s'est concentré sur les possibilités du bombardement en palier à haute altitude, qui pourrait devenir plus précis avec le temps. Peut-être avec ces avions en léger piqué et la menace des bombardiers torpilleurs à basse altitude. Ces deux types d'appareils seraient, relativement parlant, de gros avions en raison de leur charge utile, et ils essaieraient d'approcher la flotte selon une trajectoire à peu près rectiligne. Mais grâce à la détection des avions au début des années 30, qui se faisait principalement à l'œil nu, on pensait que ces assaillants ne seraient détectés qu'à 6 à 10 miles de leur cible, selon la taille de la formation. On pensait qu'en cas de conflit sérieux, une attaque aérienne pourrait venir de plusieurs directions, comme le montraient les exercices. Qu'environ 18 avions dans une seule formation d'attaque sur une ligne d'avance donnée était le maximum que l'on pouvait organiser avant qu'ils ne commencent simplement à se gêner les uns les autres. Ainsi, un adversaire sérieux avec plus de 18 avions attaquerait avec plusieurs groupes venant de différents vecteurs. Il était donc essentiel non seulement d'avoir une couverture complète, ce qui, bien sûr, signifiait avoir plus de canons anti-aériens, de préférence en affût double, car ils ne semblaient pas peser beaucoup plus lourd que les affûts simples. Cela doublait la puissance de feu. Mais aussi d'avoir plusieurs directeurs de tir anti-aériens. Comme la vitesse des avions allait augmenter, le comité jugeait importante une puissance de feu anti-aérienne à longue portée pour maintenir les formations ennemies sous attaque aussi longtemps que possible humainement. Surtout parce qu'ils estimaient que disperser les formations ennemies pouvait être aussi, voire potentiellement plus utile que d'abattre individuellement les attaquants.
puisque, par exemple, il était bien plus facile, aussi bien lors des exercices que, comme il s'est avéré, en temps de guerre, d'esquiver des torpilles larguées depuis les airs par des avions forcés de manœuvrer et de lancer à un angle non optimal, que d'éviter une douzaine de torpilles, venir d'une formation qui était en grande partie intacte et qui volait sur son vecteur préféré, même si, dans cette formation, vous aviez abattu 2 ou 3 avions au dernier moment. Assez prophétiquement, mais finalement un peu prématurément. Le comité a écarté les armes anti-aériennes plus petites en estimant qu'elles ne pourraient engager que les avions ennemis à très courte portée, voire pas du tout pour des attaquants à plus haute altitude. Et même dans ce cas, des éléments comme la distance de largage des torpilles augmenteraient probablement, ce qui mettrait les attaquants complètement hors de portée des canons anti-aériens légers et moyens. En conséquence, le rapport préconisait essentiellement des armes anti-aériennes lourdes et à longue portée, avec seulement quelques canons légers pour la courte portée. Cela ne gênerait pas trop, car ces armes à tir rapide de dernier recours serviraient contre les avions qui s'approcheraient un peu trop près pour leur propre bien. Il recommandait également de conserver un petit nombre d'obus anti-aériens pour les canons principaux de tout croiseur ou navire de ligne ayant l'élévation nécessaire pour les utiliser, principalement comme une forme marginale mais potentiellement utile de défense aérienne initiale à longue distance, peut-être pour enfermer une formation ennemie d'une manière plus avantageuse pour les véritables batteries anti-aériennes. Il préconisait également un nouveau type de directeur de tir anti-aérien, bien plus complexe et performant que le système de contrôle de haute altitude existant, ou les HAC. Le problème était qu'en 1932, les conséquences de la Grande Dépression faisaient que les fonds pour la marine étaient limités. La majorité de ces recommandations ont été ignorées. Jusqu'au milieu des années 1930, la montée des tensions mondiales et la reprise économique ont permis de débloquer bien plus de fonds. Cela a mené à un plan global de modernisation de la défense anti-aérienne de la flotte dans les années 1930, mais les événements mondiaux avaient en réalité déjà dépassé les choses dans une certaine mesure. La crise abyssinienne de 1935 a révélé la possibilité d'une guerre avec l'Italie en Méditerranée, avec la seule couverture aérienne immédiatement disponible pour la flotte, constituée du petit nombre de chasseurs disponibles sur les anciens porte-avions de la Royal Navy. Les nouveaux navires plus grands, conçus pour cela, n'étant pas encore en service, le His Majesty's Ship Ark Royal, premier de ce type, n'avait été mis sur cale que cette année-là. En même temps, l'Italie avait constitué une grande force aérienne relativement moderne en 1935. Une solution provisoire fut donc mise en œuvre en urgence sous la forme du His Majesty's Ship Coventry et du His Majesty's Ship Curlew. Les classes C et D n'étaient pas prévues dans le plan de réarmement anti-aérien, mais ces deux petits navires disponibles furent donc rapidement et à moindre coût convertis. Tout leur armement existant fut retiré jusqu'aux lance-torpilles, puis remplacé par pas moins de 10 canons simples de 4 pouces, une paire de canons pom-pom octuples, des télémètres, des directeurs pour les guider et d'autres pour les pom-poms sont nécessaires. Là où les 2 canons simples de 6 pouces en superposition avaient été placés à la proue auparavant, il y avait maintenant un canon de 4 pouces en position A et un canon pom-pom octuple en position B ou position superposée. Plus loin à l'arrière, à l'emplacement des anciens canons anti-aériens de 3 pouces près de la première cheminée, se trouvaient désormais 2 canons simples de 4 pouces. Le canon de 6 pouces et les tubes lance-torpilles, situés derrière les cheminées, furent remplacés par une plateforme en échelon portant une autre paire de canons simples de 4 pouces à capacité de tir en travers limitée. Les lance-torpilles arrière furent remplacés par 2 canons simples de 4 pouces, placés tout à l'arrière. Les canons simples de 6 pouces ont été remplacés par un canon de 4 pouces et un octuple pom-pom en haut, ainsi qu'une paire de canons simples de 4 pouces en bas. Cette conversion s'est révélée très utile et a permis d'inclure la classe C dans les discussions pour de nouveaux navires anti-aériens.
Leur utilité, même comme escorteurs de convois de seconde ligne, devenait discutable depuis que le deuxième traité de Londres ne limitait plus que le tonnage par navire, sans fixer de limite supérieure au tonnage global des croiseurs. Globalement, comme les traités de Washington et le premier traité de Londres, il n'existait plus de raison liée à un traité d'éliminer les C-classes restantes. Elle pouvait donc être rendue plus utile à court terme, jusqu'à l'arrivée d'un plus grand nombre de la classe Dido prévue et de leurs successeurs. L'idée était similaire aux modernisations alors effectuées sur les anciens cuirassés. Ils pouvaient tenir la ligne jusqu'à ce que de nouveaux modèles prennent leur place. Des leçons ont été tirées de la conversion du Coventry et du Curlew. Les canons montés sur les flancs à la place des tubes lance-torpilles arrière s'étaient révélés avoir des arcs de tir relativement limités. Pour cette raison et d'autres, surtout la stabilité, ils ont été retirés à la fin de la décennie. Ainsi, la plupart des plans de guerre et la plupart des photos de l'époque les montreront donc avec 8 canons au lieu des 10 d'origine. De plus, en raison d'une pénurie temporaire de canons pom-pom octuples, l'affût arrière de ces canons a été retiré en 1938 pour être utilisé sur d'autres navires, remplacé pour le moment par des batteries de mitrailleuses Vickers quadruples de calibre 50. En avril 1937, des plans ont été élaborés pour convertir les derniers navires de la classe C en anti-aériens en s'inspirant des conversions précédentes. Cependant, cela a vite été révisé de 2 façons. Les navires restants des sous-classes Ceres et Carlisle pouvaient tous être aménagés selon un schéma similaire, ayant la même disposition d'artillerie d'origine. Les 3 navires restants de la sous-classe Caladan, la Cassandre ayant été perdue en 1918, étaient d'une conception un peu plus ancienne. Ils avaient encore 5 canons simples de 6 pouces, mais il n'y en avait qu'un seul monté à la proue. La superstructure était un peu plus avancée que sur les navires suivants, contrairement aux autres bâtiments. Le canon, avant de 6 pouces en position superposée, était placé entre la passerelle et la première cheminée. On pensait donc qu'ils auraient besoin d'un design différent. Ainsi, dans l'intérêt du temps et de l'argent, ils furent retirés du programme. À ce jour, bien qu'épargnés temporairement des démolisseurs, les navires de classe C restaient moins prioritaires que les navires de première ligne moderne, et le programme a été retardé par encore plus de délais à cause d'une idée soudaine de tout envoyer à la casse prématurément, et d'utiliser le temps et les ressources pour moderniser plusieurs dizaines d'anciens destroyers et avisos. À la place, on a soutenu que cela permettrait de créer beaucoup plus de plateformes anti-aériennes, certes individuellement moins performantes, mais pour un coût similaire. Ainsi, seuls le Caire et Calcutta ont été convertis en 1938. Leur nouvelle configuration, deuxième cause du retard, comprenait 4 canons doubles de 4 pouces, soit un total de 8. En plus d'un affût quadruple de 40 mm pom-pom, un canon double de 4 pouces était placé à l'avant, le quadruple pom-pom étant superposé. Les canons anti-aériens de 3 pouces adjacents à la cheminée ont été remplacés par de l'artillerie anti-aérienne légère. Le piédestal, le canon et les tubes, lance-torpilles, ont été remplacés par un canon double de 4 pouces, puis les 2 canons arrière de 6 pouces ont chacun été remplacés par un canon double de 4 pouces. Le groupe arrière de tubes lance-torpilles a été remplacé par des canons anti-aériens légers similaires aux canons de 3 pouces à l'avant. Cependant, le nombre total de canons de 4 pouces avait diminué de 2 par rapport aux premières conversions. Cela correspondait finalement à ce qu'avaient ces navires pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à l'alignement central des affûts, tous ces canons pouvaient tirer de chaque côté, alors que sur les navires précédents, il y avait 4 canons qui avaient été montés sur les côtés, en plus des affûts en échelon qui permettaient une bordée de 6 canons sous la plupart des angles, voire 7 à un angle particulièrement perpendiculaire avec la réduction de l'armement par la suite. Parmi les premiers navires à canon simple, il n'avait plus qu'une bordée de 5 ou 6 canons sous de bons angles. Le système à tourelle double, avec 8 canons, était donc nettement supérieur. Initialement, 2 canons pom-pom quadruples devaient être installés aux mêmes emplacements que les octuples sur les premiers navires, ainsi que 2 ensembles de mitrailleuses Vickers quadruples de calibre 50.
Il avait aussi été envisagé de remplacer le quadruple arrière par un pom-pom octuple et d'installer à l'avant un cinquième système double de 102 mm au lieu d'un pom-pom quadruple. Mais le poids en haut et la stabilité ont empêché cette idée. La réduction de l'armement pom-pom de 2 quadruples à un seul quadruple à l'avant a été partiellement compensée par l'installation de canons anti-aériens légers supplémentaires. Cela reflétait aussi le besoin de support quadruple pom-pom anti-aérien sur d'autres navires récents, la demande dépassant l'offre. Ces navires convertis n'auraient qu'un seul directeur de batterie principal, car en installer 2 par navire les ferait attendre plusieurs années à cause d'autres priorités de la flotte. Le plan révisé était de terminer cette conversion par série de paires. Curaçao et Carlisle commenceraient leur conversion en 1939, suivis de Colombo et Cape Town, puis de Cardiff et Cérès. De la liste prévue, ils n'étaient pas encore attribués, et bien sûr, les 3 anciens Caladans. Mais la guerre est intervenue. Les 4 premiers navires ont été rapidement affectés à divers convois, avec des rôles secondaires comme protecteurs navals, de base et de port. La 3e paire a été modernisée au début de la guerre, les travaux ayant déjà commencé avant la déclaration. Et ils sont sortis avec des systèmes de défense anti-aérienne légèrement améliorés par rapport à ce qui avait été prévu. Carlisle, par exemple, a reçu un radar anti-aérien type 280 lors de sa première révision. Cet appareil détectait les menaces aériennes et transmettait les distances au système de contrôle pour viser les canons avec précision. Les autres navires devraient attendre cette technologie s'ils survivaient alors que la guerre progressait. Les pertes, qu'elles concernent les navires modifiés, non modifiés ou le reste de la flotte, augmentaient progressivement. Il y eut donc un regain d'intérêt pour plus de conversions pendant la guerre. À cette fin, Colombo et, assez étonnamment, Caladan furent appelés. Les autres navires non modifiés avaient reçu plusieurs canons Oerlikon de 20 mm mais peu d'autres changements, alors que les 2 navires réaménagés allaient avoir une nouvelle configuration anti-aérienne. L'expérience montra la nécessité de canons anti-aériens de moyenne portée durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait aussi montré que les navires anti-aériens devenaient souvent des cibles à cause de leur agressivité contre les attaques aériennes. Ces modernisations utilisaient seulement 3 canons doubles de 4 pouces dans une nouvelle configuration. Il y avait maintenant une paire en superposition à l'avant et un affût double unique tout à l'arrière, bien que tous soient désormais équipés d'un contrôle de puissance à distance. À la place du canon de 6 pouces sur affût central et du canon de 6 pouces en superposition arrière, une paire de canons doubles de 40 mm Bofors a été installée au centre du navire pour un total de 4 canons avec encore plus de Bofors de 40 mm. Sur la grande plateforme désormais superposée à l'arrière, divers canons Oerlikon de 20 mm sont dispersés ailleurs. Ces derniers, comme mentionné, apparaissaient à de nombreux endroits sur différents coques de la classe C. Au total, 8 navires de la classe C furent convertis à divers degrés en navires anti-aériens. En raison de la demande pour leurs services, ils menaient généralement des vies actives, souvent écourtées par diverses menaces ennemies. En bref, Coventry semblait au départ avoir une vie plutôt chanceuse. Au début de la guerre, elle servait dans la flotte nationale et a été bombardée en 1940 en la défendant contre la Luftwaffe. Après réparation, elle fut envoyée en Méditerranée, torpillée par un sous-marin italien, puis réparée de nouveau. Elle a ensuite pris part à plusieurs batailles navales, dont celle de Crète, où elle a porté secours. Un navire hôpital bombardé en piqué, attaqué pour ses efforts, mais toujours survivant malgré de nouveaux dégâts. Elle coula en rentrant d'un raid désastreux sur Tobrouk en septembre 1942, alors qu'elle était en compagnie de plusieurs autres navires, touchés gravement par 4 bombes en succession rapide. Elle fut ensuite sabordée pour tenter de permettre aux autres navires de s'échapper à grande vitesse. Curlew eut en revanche une vie bien plus courte lors de ses opérations au large de Narvik, en Norvège. Fin mai 1940, elle assurait la garde anti-aérienne lors des opérations britanniques quand elle fut attaquée par des Junkers 88. L'un d'eux réussit à larguer la majeure partie de sa charge de bombes sur elle en une seule rafale, la laissant en train de couler. Comme la plupart de l'équipage a pu s'échapper, sa perte fut particulièrement dure à l'époque.
Non seulement c'était un navire anti-aérien, mais elle faisait aussi partie des rares navires dotés d'un radar de recherche aérienne durant cette phase de la guerre. Le Caire, endommagé lors de la campagne de Norvège puis réparé, a ensuite participé à de nombreuses actions dans des convois méditerranéens, dont un affrontement avec des croiseurs légers italiens. Cela souligne le principal problème des conversions, leur incapacité à se défendre contre tout navire plus gros qu'un destroyer. Elle a survécu à cette rencontre avec peu de dégâts et servi jusqu'à l'été 1942 lorsqu'un sous-marin italien l'a touchée pendant l'opération Piédestal. Comme le Coventry, elle a alors été sabordée pour permettre au convoi d'avancer. Calcutta a subi peu de dégâts en repoussant les bombardiers allemands pendant l'évacuation de Dunkerque. Comme beaucoup de ses sœurs converties, elle a été envoyée en Méditerranée, survivant à de nombreux affrontements. Coulée lors de l'invasion finale de la Crète par 2 bombes de Junker, 88, alors qu'elle naviguait avec le Coventry qui a récupéré ses survivants avant de rejoindre un navire hôpital déjà mentionné. Le Curaçao a débuté sa carrière anti-aérienne près de la Norvège, puis a été affecté aux approches occidentales pour protéger les convois de l'Atlantique des bombardiers allemands en escortant surtout les navires de grande valeur. Et c'est dans ce rôle qu'elle trouvera sa fin, non pas sous les coups d'avion ou de sous-marins, mais en octobre 1942 à la proue du paquebot Queen Mary, qu'elle escortait à ce moment-là, car il transportait près de 10 000 soldats américains. Malheureusement, en raison d'une certaine confusion quant à la priorité, le paquebot a fini par éperonner le croiseur en son milieu lors d'une manœuvre en zigzag anti-sous-marin, la brisant en deux et la coulant avec la majorité de l'équipage. Carlyle débute sa carrière de guerre en tirant sur la Luftwaffe près de la Norvège, puis envoyée en Méditerranée où elle est endommagée lors de l'invasion de la Crète. Contrairement à d'autres, elle a été réparée et a repris ses opérations, mais en octobre 1943, elle a de nouveau été touchée à plusieurs reprises par des Stuka. Elle a survécu et flotté, mais une fois remorquée à Alexandrie, elle a été jugée trop endommagée pour être réparée. Elle a servi comme navire-base jusqu'à la fin de la guerre. Caladan, l'un des 2 retardataires, a navigué entre la flotte nationale et celle de l'Est, puis a été réaménagé en 1943 et a repris du service en Méditerranée en 1944. Là, elle a bien servi, abattant plusieurs avions de l'Axe, et elle y est restée jusqu'en février 1945, lorsque son âge et la diminution du nombre total d'avions de l'Axe ont conduit à son rappel. Elle est rentrée pour être placée en réserve. Elle est ainsi le premier navire de la liste à survivre à la guerre sans dommages majeurs. Colombo a aussi servi dans les flottes nationales et orientales avec des canons de 6 pouces. Mais elle a été convertie un peu avant Caladan, remise en service mi-1943, envoyée en Méditerranée pour soutenir les débarquements alliés en Sicile, puis chargée d'escorter des convois. Elle a occupé ce poste, comme Caladan, jusqu'à la mer Égée, puis a été rappelée en réserve en mars 1943. À première vue, donc, il peut sembler que les conversions n'étaient pas une bonne idée. Après tout, la plupart d'entre elles ont fini coulées et un bon nombre l'ont été par des avions. Mais d'un autre côté, quand on examine leur histoire de guerre, presque tous les navires ont combattu lors de nombreux affrontements avec des avions ennemis avant leur sort final. Et ils se sont vus attribuer un bon nombre de victoires. Comme cela a été pris en compte lors des 2 dernières conversions, ils avaient tendance à se rendre très visibles et, de ce fait, attiraient bien plus que leur part d'attaque. Ainsi, ils attiraient les avions et les bombes loin d'autres navires, sans doute plus précieux, qui étaient aussi moins capables de se défendre eux-mêmes. Et donc, je dirais qu'ils ont en fait accompli la mission qui leur était confiée, même si cela s'est fait à un coût assez élevé au final, en préservant bien plus de navires et de vies qu'ils n'en ont perdu. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire.